La liberté que nous voulons. L'émission de l'association pour une constituante. Car il pense comme moi que rien ne vaut mieux ma foi qu'une république bien démocratique. www.pouruneconstituante.fr. Voilà donc notre 11e émission avec l'association pour une constituante. Et évidemment, quand on s'intéresse à la démocratie, on ne pouvait pas ne pas parler des élections européennes qui ont lieu le 25 mai prochain. Donc quels enjeux, donc on a cité tous les aspects antidémocratiques de l'Europe, et donc la chronique précédente nous a bien mis dans le sujet. Et évidemment, la question que tout le monde se pose et que je vais poser à mes invités: faut-il voter le 25 mai? Alors bonjour André Bellon. Bonjour. Alors vous êtes président de l'association pour une constituante. Bonjour Louis Sézy. Bonjour. Donc vous êtes membre de l'association, juriste, et vous êtes avec nous chaque mois pour animer ces émissions. Alors l'association a sorti donc récemment un communiqué intitulé Une élection sans démocratie. Donc tout est dans le titre. Ce communiqué nous fait savoir que, évidemment, surtout après la faible participation aux dernières élections municipales, les gouvernements vont mettre la pression pour qu'il y ait une participation aux élections européennes. Donc le mot d'ordre, c'est aller voter. Si les gens ne vont pas voter, ils sont irresponsables. Il faut se mobiliser pour cette élection, pour l'Europe, etc. etc. Mais c'est une élection sans démocratie. Voilà. Alors, André, un mot sur ce communiqué? Comme vous avez dit, tout est dans le titre, non? Élection sans démocratie. Alors, c'est d'ailleurs pourquoi? pour ça qu'en général, on dit plutôt, nous, les européennes, que les élections européennes. Alors, donc en fait, Evelyne et son chien nous l'ont dit un peu tout à l'heure. Est-ce que vous partagez? C'est-à-dire, en fait, on élit les députés, sachant que le Parlement a un pouvoir assez faible par rapport à la commission. Voilà, merci, par rapport à la commission. Oui, j'ai écouté l'émission. Bon, la seule remarque négative que je ferais, c'est que moi, j'aime bien les chats, donc on aurait pu... Ouais. Mais à part ça, c'était très intéressant. Il y a beaucoup de personnes qui nous ont demandé: est-ce que vous appelez les citoyens à s'abstenir, à boycotter? Enfin, bon, il y a un certain nombre d'appels. Vous parliez tout à l'heure d'une PEP. Il y a Jean-Pierre Chevènement aussi qui a appelé au boycott. Enfin, j'en ai listé un certain nombre. Nous avons une habitude, parce que, comme on est pour une constituante, c'est l'idée que, non seulement qu'on va vers une constitution, un peu par définition, mais c'est l'idée qu'on reconstitue le corps politique pour qu'il redevienne maître de son destin. C'est-à-dire pour que les citoyens deviennent effectivement citoyens, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Bon. Donc, par principe, si on dit ça, ça veut dire qu'on considère qu'ils ont la capacité de juger, donc on ne donne jamais de consigne de vote. Jamais. Bon, par principe. Cela étant, pour qui lit notre communiqué, on peut par contre donner des analyses. Et notre communiqué, c'est une analyse. Et pour qui lit ce communiqué, il est assez clair que c'est pas un enthousiasme fou pour cet événement. Voilà, donc... Voilà. Un enjeu très faible, et plutôt qui fait une élection qui fait diversion par rapport aux vrais problèmes. Quand vous dites un enjeu très faible, si c'est l'enjeu de la relation entre le PS et l'UMP, effectivement, j'allais dire, beaucoup de gens s'en fichent complètement. Bon, on peut ne pas aller jusque-là, mais bon, c'est pas un enjeu fondamental, c'est vrai. En revanche, il y a un véritable enjeu, et ça on le voit très bien en ce moment, qui est, est-ce que ce Parlement, entre guillemets, pour moi c'est pas un Parlement, hein, mais est-ce que ce Parlement, ou présumé tel, est légitime? Et la question du taux d'abstention, c'est pas seulement est-ce que les citoyens sont concernés, vont se déplacer,
son citoyen, comme diraient certains. Non, c'est est-ce que ce Parlement est légitime ? Puisque dans l'esprit de certains, le jour où il est légitime, il permet de remplacer tout le reste, qui jusqu'à présent était quand même une forme de légitimité sur un espace particulier qui est le territoire national. Alors voilà, et moi je suis frappé par cette espèce de propagande depuis une semaine, c'est devenu un peu dément, qui consiste à dire votez n'importe quoi, mais votez quoi. Bon. Ils ont même créé des opposants, ça c'était absolument extraordinaire, un groupe de fonctionnaires européens, moi je connais un peu le milieu des fonctionnaires européens, je trouve que c'est extraordinaire, cette révolte soudaine à 10 jours de l'événement. Ils ont créé un groupe de fonctionnaires européens pour dire c'est pas bien, il faut une autre Europe, donc soutenez-nous. On ne sait pas ce que veut dire soutenez-les d'ailleurs, mais soutenez-nous. Puis il y a eu l'histoire de Terra Nova, hein, et puis alors l'article de Hollande que j'appelle la petite Europe dans la prairie. C'est sympathique, il nous faut une Europe de la paix, de la gentillesse, de l'amour. Oui, bien sûr, personne n'est pour la guerre, la malveillance et le désamour. Bon, alors, ça, c'est un argument qu'on retrouve très souvent, c'est voter, soutenez l'Europe, parce que l'Europe, c'est le rempart contre la guerre, c'est irresponsable, par exemple, de dire non au traité constitutionnel, parce que c'est nier les bienfaits de l'Europe, etc. Ce qui était irresponsable, c'est à partir du moment où le peuple français, et le peuple néerlandais d'ailleurs, ensuite le peuple irlandais, avait voté non, de le faire passer quand même. Ça, c'est irresponsable. Et c'est antidémocratique. Point. Par parenthèse, le Parlement européen avait trouvé génial de dire qu'il ne fallait pas tenir compte des votes des Français et des Néerlandais, ce qui est proprement scandaleux. Bon. Alors au-delà de ça, c'est quand même le fait de refourguer une Europe libérale, ça sous-entend qu'il n'y ait pas d'autre solution, quoi. Comme s'il n'y avait pas d'autre Europe possible. C'est quand même un peu ce qu'on essaye de... je dirais, l'idéologie ambiante nous porte à faire croire qu'il n'y a pas d'autre Europe possible, il n'y a pas d'autre modèle possible, quoi. J'avais laissé la parole à Louis XVI, mais juste une remarque en mathématiques, on appelle ça le plus grand commun dénominateur. Je ne crois pas que dans l'état actuel des choses, il y ait un plus grand commun dénominateur que le marché. Justement. Et c'est bien pour ça que ça s'est fait comme ça. Alors, quand c'était l'Europe des 6, peut-être qu'il y avait autre chose. Maintenant, à 28... apparemment, il n'y a pas tellement d'autres forces qui créent un autre projet. Cela étant, l'Europe, c'est la paix. Moi, j'ai comme l'impression qu'il y a des éléments de guerre depuis quelques années qui se sont développés. Pas seulement dans l'ancienne Yougoslavie, mais enfin maintenant sur les marches, on voit très bien qu'il y a des conflits potentiels et que l'Europe, apparemment, est loin d'être un élément de modération. Hein. Voilà. Et l'ouverture, effectivement, qui a été très, très soudaine, très rapide à 28, en fait, accentue, ancre ce côté libéral, puisque, comme vous dites, il n'y a pas d'autres dénominateurs communs. Il n'y a pas que le côté libéral, il y a le côté militaire. Dans le même temps où l'Europe s'est étendue, l'OTAN s'est étendue. Et lorsque le mur de Berlin s'est écroulé, il y avait eu un accord entre Gorbatchev et Kohl pour dire que l'OTAN n'irait pas au-delà de ces frontières que représentait en gros le rideau de fer. Ça n'a pas été respecté. Et chaque fois qu'il y a de nouvelles adhésions, presque chaque fois, puisqu'il y a quelques exceptions, la Suède, ou la Finlande, je crois. Mais pour le reste, ils sont tous adhérés à l'OTAN. Donc, il y a quand même une extension de l'aspect militaire et atlantiste en même temps que l'extension des marchés. Voilà. Et d'ailleurs, les traités transatlantiques vont dans le même sens. Alors, Louis, est-ce qu'on peut peut-être revenir sur le fonctionnement du Parlement européen, puisque c'est quand même de ça dont il s'agit, d'élire les députés européens, les membres du Parlement. Donc, quelles sont finalement les prérogatives de ce Parlement, et puis en quoi finalement est-il pas si démocratique que ça ? Oui, alors ce Parlement européen, normalement, quand on parle de Parlement,
on pense à un organe qui fait la loi, bien sûr, et qui, par ailleurs, vote le budget avec les possibilités d'amender le budget, puisqu'on sait que désormais, ce sont les gouvernants qui préparent, d'ailleurs, en même temps que les projets de loi, les budgets. Reste tout de même que dans les démocraties, le vote de l'impôt est un moment fondamental, puisque c'est le principe du consentement des citoyens à l'impôt, et que de ce point de vue-là, le Parlement doit avoir une plénitude de compétences pour amender, modifier le projet qui lui est soumis. Alors, en ce qui concerne ce point relatif à l'aspect budgétaire, de fait, l'Europe ne lève pas d'impôts, puisque ce sont les contributions des États qui permettent d'abonder le budget européen. Et c'est peut-être aussi l'un des aspects qui peut expliquer cette discrétion au moment du vote du budget, qui est préparé, bien sûr, par la Commission. On parlait tout à l'heure du rôle extraordinaire de la Commission, qui n'est pas un organisme élu, qui est composé donc de personnalités qui sont désignées par les États membres de l'Union européenne, qui sont indépendantes une fois qu'elles sont nommées, et qui, évidemment, préparent les décisions européennes avec les fonctionnaires de Bruxelles. Donc on a là un déficit en termes de fonctionnement du Parlement à partir du moment où précisément le Parlement européen se prononce toujours par rapport aux propositions qui sont faites par la Commission, et ces possibilités d'amendement sont vraiment très faibles, très à la marge. Il faut d'ailleurs qu'il ait l'aval du Conseil pour que ensuite le projet de la Commission puisse être modifié, etc., etc. Donc on est dans un système où les choses sont assez fermées, et que donc on a une préparation du budget qui représente tout de même 128 milliards, ce qui n'est tout de même pas quelque chose d'insignifiant, en gros, hein, mais qui n'est pas, bien sûr, démocratique, qui est très technocratique. Et le Parlement n'est là que pour valider, en quelque sorte, avaliser la préparation des textes et également du budget. Alors ça, c'est pour le fonctionnement du Parlement. L'Europe telle qu'elle s'est construite, on en a parlé aussi un peu tout à l'heure. Oui, c'est un point, je crois que l'Europe actuelle porte les stigmates de sa construction et du moment où elle s'est construite. Alors, en quoi ? Elle s'est construite sur elle s'est construite sous parapluie américain, au moment de la Seconde Guerre mondiale, et au moment où se constituaient les deux blocs, au moment où il y avait des crises très fortes, c'est-à-dire le coup de Prague en 1948, en Tchécoslovaquie, le blocus de Berlin avec le pont aérien par les Américains, etc. Et donc on était dans une situation très conflictuelle de guerre froide. Et donc l'Europe s'est constituée sous le parapluie américain. Les Américains d'ailleurs voulant que l'Allemagne se réarme très rapidement, redécolle économiquement, et une partie des Européens conservant toujours un air inquiet sur une possible résurgence de vieux démons allemands, etc., etc. Donc il y avait déjà une tension, et d'où cette construction de l'Europe autour de l'axe franco-allemand par rapport à la CECA, d'abord le traité de Paris en 1951, et puis le marché commun le 25 mars 1957 avec l'Europe des six. Mais ce qu'il faut voir, c'est que ce qui était très prégnant, c'était le paradigme américain. C'est-à-dire, il fallait faire un marché qui soit aussi vaste progressivement que celui des États-Unis d'Amérique du Nord, parce que la notion même de grand marché
en soi était positive, dès l'instant qu'il n'y avait plus de droits de douane, qu'il y avait la libre circulation des biens, des personnes, etc., etc., et qu'on adoptait le principe de la libre concurrence et du fait que le bonheur des hommes dépendait simplement du fonctionnement du marché, parce qu'il y avait une espèce d'autorégulation des mécanismes propres et internes au marché. Donc il y a là fondamentalement un problème dans la construction de l'Europe, et on peut regretter que les sociaux-démocrates aient adhéré à ce projet européen, puisque c'est sous le gouvernement Guy Mollet, avec Christian Pineau, ministre des Affaires étrangères, et Maurice Faure, qu'a été négocié le traité de Rome. Et donc on voit dès le départ combien cette conception d'une Europe libérale a pesé sur le fonctionnement du système, qui devait d'ailleurs déboucher ensuite sur la condamnation des entreprises publiques, sur la condamnation des monopoles, bref, tout ce qui pouvait entraver le principe de la libre concurrence et du fait que l'État ne devait pas intervenir dans l'économie. Mais alors, André, avant qu'on tombe dans ces travers ou dans ces exagérations, à cette époque-là, on croyait sincèrement que capitalisme et démocratie allaient de pair. Oui, moi, je voudrais d'abord rebondir sur ce que vient de dire Louis. J'ai souvenir que quand il y a eu le débat sur le traité de Maastricht, un des arguments favoris des proches de Mitterrand, je pense en particulier à Jacques Lang à l'époque, c'était « nous constituons un grand marché européen pour être concurrent des États-Unis. C'est la seule manière de s'affirmer, etc. » Ça, c'est vraiment l'aimable plaisanterie par excellence. Il n'a jamais été question de concurrencer les États-Unis. Les États-Unis ont toujours été derrière la construction européenne. Toujours. Et quand on dit, par exemple, la CED, c'était fait la Communauté européenne de défense dans les années 50, c'était dans cet esprit. Tous ceux qui ont vécu ça se rappellent que le secrétaire d'État américain faisait les couloirs de l'Assemblée nationale pour que ça vote pour la CED. Donc c'est vraiment pas sérieux ce genre de discours, et ça ne fait qu'affaiblir ceux qui le portent. Alors cela étant, sur le début, il y a une chose qui n'a pas été citée, c'est ce qu'on appelle les pères fondateurs. Alors maintenant, là, comme dans toutes les grandes religions, parce qu'il y a un côté religieux dans l'Europe, l'Europe c'est merveilleux, Sainte Europe, etc., etc. Les pères fondateurs sont donc des hommes extraordinaires, par définition. Bon, Jean Monnet, pour ne pas le citer, c'est un type qui a fait l'essentiel de sa carrière aux États-Unis, qui en a tout l'esprit, y compris l'esprit anglo-saxon, l'idée que le marché, par définition, fait le bonheur. On l'a pensé dans Dan Smith, etc., etc. C'est profondément quelqu'un qui a beaucoup de méfiance par rapport à la démocratie. C'est un technocrate pur. Et c'est quelqu'un qui déteste les nations. Donc, lorsqu'il devient président de l'ACK, le premier, Communauté européenne charbon-acier, sa première réflexion, c'est de dire à ses collaborateurs, nous ne dépendons de personne. C'est-à-dire que c'est un organe en l'air, géré par des technocrates, en fonction de règles qui sont censées être des règles transcendantes. Bon. Donc, il y a cet aspect antidémocratique. Et quand on dit, oui, le Parlement français a voté pour le traité de Rome, certes. Enfin, il y a quand même au moins une voix importante qui a voté contre, c'est Pierre Mendès France. Pour ceux, je me fais un peu de pub au passage, pour ceux qui vont sur notre site, www.pouruneconstituante.fr, il y a le discours de Pierre Mendès France, in extenso. C'est un discours absolument remarquable. Et si on les relit aujourd'hui, il y a très exactement tout ce qui se passe aujourd'hui. Tout. Bon, dans un espace plus restreint, puisqu'il s'agissait des 6 à l'époque, mais tous les dangers qu'il évoque, ils sont là. Alors, on l'avait vu, ce problème. Alors, pourquoi a-t-on fait autrement Alors là, les conséquences de la guerre, la peur qu'elle recommence, les pressions américaines, les intérêts économiques, vraisemblablement aussi. Bon, tout ça a créé une situation qu'ensuite on n'a plus cherché réellement à maîtriser et qui aboutit à ce qu'on vit aujourd'hui. Voilà.
Louis, vous vouliez revenir sur le discours de Mendès France ? Oui, je crois que André nous rappelle à juste titre le discours de Mendès France. Je crois que c'était le 18 janvier 1957, au moment de la ratification du traité de Rome. Et Mendès France disait en gros, il y a deux dangers qui menacent la souveraineté des peuples. C'est la dictature, c'est-à-dire s'en remettre à un homme providentiel, ou bien s'en remettre à une autorité extérieure qui décide à la place de ces peuples. Et nous sommes aujourd'hui tombés les deux pieds dedans dans ces deux dangers. L'homme providentiel, on a l'élection du président de la République au suffrage universel direct, etc., et qui a des pouvoirs tels que ça devient un personnage omnipotent, même si par certains côtés, il est parfois impotent lui-même, avec sa horde de conseillers en communication. Et puis, évidemment, on a ce fonctionnement de l'Union européenne qui est technocratique et qui fonctionne très loin des peuples, en bafouant le plus souvent la souveraineté populaire. Voilà, avec donc un Parlement qui a peu de pouvoir, vous l'avez dit, une commission qui n'est pas élue, qui a beaucoup de pouvoir, qui finalement... est-ce que le Parlement européen a le pouvoir de proposer des lois ? Non, pas du tout. Pas du tout. Il y a le pouvoir de juger, bien ce qui me semblait. et encore dans des limites tout à fait claires, ce qui est proposé par ailleurs, sans avoir réellement le dernier mot, même si officiellement sur certains sujets. Bon. Cela étant, il faut dire les choses. Il y a deux conceptions de l'Europe pour ceux qui se veulent démocrates. Bon, il y a ceux qui parlent tout le temps de démocratie, mais qui font tout pour la détruire, ce qui me paraît assez répandu dans la classe dirigeante à l'heure où nous parlons. Et puis, il y a quand même deux conceptions de ceux qui réellement disent on n'est pas la démocratie. Il y a la conception fédérale et il y a la conception union des peuples, c'est-à-dire des accords interétatiques, ce qui ne veut pas dire isolement. Bon, je laisse de côté cette option ridicule que certains opposent à toute critique de l'Europe. Vous voulez vous replier, vous voulez être seul. Bon, personne ne dit ça. Oui. Ça s'appelle de la propagande. Bon. Donc la question, c'est est-ce que c'est des accords entre peuples et nations avec leur part de souveraineté, ou est-ce que c'est quelque chose qui, au contraire, devient tout à fait autre et qui supprime les souverainetés particulières des États ? Moi, personnellement, je ne crois pas à l'option fédérale dans le cadre des 28, parce que c'est un espace énorme qui ressemble plutôt aux empires traditionnels, et je crois qu'aucun empire ne peut être démocratique. Aucun. Cela étant, si on reste sur cette option, du moins ceux qui la défendent, il faut effectivement les attributs de la démocratie, c'est-à-dire la séparation des pouvoirs, le législatif, l'exécutif, le judiciaire, avec chacun son rôle, et pas plus. Pas moins, mais pas plus. Or, il n'y a rien de tout ça, il y a même le contraire de tout ça. Le poids pris par le judiciaire à la Cour de justice européenne est absolument effarant. C'est elle qui a décidé ce qu'on appelle les accords Laval et Viking, c'est-à-dire qu'une entreprise d'un pays A, s'implantant sur un territoire d'un pays B qui a des règles sociales, peut ne pas les respecter. Ce qui est vraiment scandaleux. Proprement scandaleux. Donc, si réellement on est sur l'option fédérale, il faut en tirer les conséquences. Il faut un Parlement qui soit un Parlement. Bon, je vous dis, moi personnellement, je n'y crois pas à cette option, mais je trouve qu'elle a sa cohérence. Mais à ce moment-là, ceux qui disent ça, il faut qu'ils aillent jusqu'au bout de leur logique. Alors, cette Europe fédérale, elle pourrait être démarrée sur un sous-ensemble des 28. Alors ça, c'est une autre option qui est évoquée parfois. Il est clair que dans l'état actuel des choses, c'est-à-dire sur l'espace qui est aujourd'hui l'Union européenne, et qui, paraît-il, pourrait encore augmenter, la différence des niveaux de vie, des cultures, des langues, des habitudes, des histoires, rend, à mon avis, cette espèce de fusion totale complètement illusoire.
Ça me paraît, oui, c'est la petite maison dans la prairie. On s'aime, on est différents, mais on s'aime. Bon, oui, d'accord. Mais quand on a dit ça, on n'a rien dit. Hein. Bon, ça ne se décrète pas, l'amour. Hein. Et puis, c'est rarement en politique. C'est plutôt sur d'autres terrains. Donc, je crois que, en tout cas, hein, il y a peu de chances que l'option dite fédérale, donc avec tous les attributs que je viens d'évoquer, hein, séparation des pouvoirs, judiciaire restant dans son rôle, etc., je ne crois pas que ce soit possible dans l'espace actuel des 28. Maintenant, je conçois parfaitement que certains pensent le contraire. Hein. Alors, pourquoi, puisque donc l'objet de votre association, c'est la constituante, donc de promouvoir un processus constituant au niveau français, pourquoi est-ce qu'on ne peut pas envisager une telle idée à un niveau, alors pas au niveau de toute l'Union européenne, mais de plusieurs États européens? À l'état actuel des choses, il existe des constitutions nationales. Alors je sais que le processus européen, c'est une manière de faire passer la remise en cause de toutes les règles nationales, et en particulier des constitutions. Et c'est ce qui s'est passé après le 29 mai 2005, hein, puisque si bien il y avait eu un vote du peuple, il devait être respecté, point final. La question ne se posait même pas constitutionnellement. La souveraineté du peuple, la souveraineté nationale appartient au peuple qui l'exerce, etc. Article 2 de la Constitution. Donc, il faut que la constituante soit d'abord au niveau des souverainetés officielles. Et les souverainetés officielles, c'est les peuples des États membres de l'Union européenne. Ça ne veut pas dire que ça doit être purement français. Il peut parfaitement y avoir une constituante italienne, allemande, irlandaise, anglaise ou je ne sais quoi. Nous, on a notre secrétaire général, là, Jérémy Mercier, qui fait pas mal de conférences en Italie, qui parle italien, nous a rapporté pas mal de textes d'hommes politiques qui en ce moment demandent une constituante en Italie. Eh bien, très bien. Créons une internationale des constituantes. Voilà une bonne idée, qu'elle est vachement réaliste. Mais ça a un sens. Par contre, cette manière de reprendre le mot pour faire passer l'Union européenne qui détruit les peuples constituants, hein, en disant « oui, monsieur le constituante générale, qu'est-ce que c'est merveilleux », ça, allez, employons un mot clair, c'est une arnaque. C'est dit. Alors, revenons, il nous reste quelques minutes, donc revenons à l'élection, hein, puisque c'est de ça dont il s'agit à court terme, donc de dimanche 25 mai. Alors on a compris, pas de consigne de vote, chacun jugera. Il est quand même assez probable que pour ceux qui appellent à l'abstention, une abstention forte de toute façon sera largement interprété, au moins dans le discours dominant, comme voilà, le peuple ne se mobilise pas, on est irresponsable, on est contre l'Europe, etc. Une abstention risque à peu de chances quand même d'être interprétée comme une volonté d'une autre Europe. Oui. C'est pas vrai, ça. Bon, comme je vous l'ai dit, on ne donne pas de consigne par principe. Je pense que c'est contradictoire à notre idée de reconstitution de la citoyenneté. En même temps, pour qu'il lit notre texte, c'est pas un appel clair à participer à cette mascarade. Mais chacun le juge. Et puis en plus, dans nos adhérents, il y a des gens qui pensent différemment, donc on prend en compte. Cela étant, l'abstention... Bien sûr que historiquement, si on reprend, mettons, dans les années 60-70, ça marque majoritairement sans doute un désintérêt ou alors des problèmes personnels. Bon. C'est pas le cas dans cette élection. Il y a vraiment une abstention réfléchie, décidée. C'est aussi un geste politique. Et donc... moi, je suis personnellement de ceux qui pensent qu'il faudrait comptabiliser le vote blanc comme un vote exprimé. Hein.
Alors ça changerait un peu les données, et je serais même pour que d'ailleurs il faille un pourcentage d'exprimés significatif pour être élu, ce qui serait pas mal. Ça existe dans certains pays, curieusement. Alors curieusement, la Serbie. Bon, c'est pas celui dont on parle le plus souvent, mais et puis c'est pas le modèle habituel, mais enfin, bon, ça existe. Cette idée-là existe. Oui, je voudrais ajouter à ce que dit André. Je crois que ce désamour pour la question européenne, pour l'Europe, s'explique par la crise actuelle et la situation sociale également des travailleurs, des salariés au niveau de l'Europe. Le traité de Rome, dans ses objectifs, indiquait que normalement il visait un haut degré d'emploi, mais ces objectifs sont tellement contradictoires que finalement c'est l'inverse qui s'est produit, et on a une Europe où la situation du chômage est tout de même plus qu'inquiétante, de même qu'en matière sociale, on a une régression par rapport aux droits économiques et sociaux qui avaient été conquis au fil du temps, etc., et qui avaient permis, notamment à la France, pour parler de manière hexagonale, à développer sa propre expérience historique, qui était un modèle d'État interventionniste, qui n'était pas une pure économie de marché, qui n'était pas non plus une économie administrée, mais qui était un compromis qui mettait au cœur de la démarche les deux éléments fondamentaux du triptyque républicain, liberté et égalité, par la redistribution, une forme de redistribution des revenus. Juste un mot. Oui, André, avant de se quitter. Histoire de faire au passage un moment de publicité sur Le Monde diplomatique. Bon, Le Monde diplomatique a publié un article de moi dans son numéro, pas actuellement en vente, mais le précédent, qui s'appelait Bonapartisme ou constituante. Bon, ça résume relativement bien ma pensée. C'est-à-dire, on va nous dire, par exemple, le Front National, si c'est le cas, est en tête à ce vote. Bien. Non, ça sera l'abstention qui sera en tête. Et oui, mais ça, on ne dira pas. Donc, je crois que le choix vers lequel nous allons, c'est soit la radicalisation autoritaire, qui est déjà très autoritaire, soit dit en passant, parce qu'un président de la République aussi affaibli, qui impose des réformes aussi fondamentales, c'est quand même pas franchement démocratique. Bien. Mais ça, c'est déjà un aspect. Cela étant, on va vers cette espèce de choix dramatique, ou bien on officialise l'autoritarisme, ou bien il faut revenir aux fondamentaux, comme on dit de nos jours, de la démocratie. Et pour y revenir, il faut reconstituer le corps politique. Ça s'appelle une constituante. Ça sera la 7e ou 8e fois dans l'histoire de France. Ça n'a rien de dramatique. Voilà, donc l'appel est lancé. Et pour terminer, vous appelez également à un rassemblement pour commémorer, alors je ne sais pas si c'est l'élection ou le 29 mai 2005. C'est pour commémorer le 29 mai 2005 et le coup d'État qui l'a suivi, c'est-à-dire le fait qu'on a imposé le traité de Lisbonne. Nous faisons chaque année un rassemblement, toujours au même endroit et toujours aux alentours du 29 mai, aux Tuileries, à côté de la plaque qui marque la naissance de la République le 22 septembre 1792. Bon, dans le jardin, parce que le trottoir il est vraiment minuscule et puis il y a beaucoup de bruit, donc dans le jardin, bon, il se trouve que cette année, il y a l'élection européenne le 25, donc on le fera le 27, parce que le 29 étant férié, on craint que ça pose quelques problèmes. Donc le 27. À quelle heure ? À 18h30. La plaque en question est en face du 228 rue de Rivoli. Le métro, c'est Tuileries ou Concorde. Bon, voilà. Voilà. Venez nombreux. Je pense qu'Evelyne et son chien seront là, seront au rendez-vous pour une fois. Avec un chat. Donc le 27 mai à 18h30 aux Tuileries. Merci Louis Sézy d'avoir répondu présent une fois de plus. Merci André pour tous ces éclaircissements. Petit générique.
La liberté que nous voulons. L'émission de l'association pour une constituante. Car ils pensent comme moi que rien ne vaut mieux ma foi qu'une république bien démocratique. www.pouruneconstituante.fr